Merci de nous avoir rejoints pour cette table ronde sur le thème catastrophe naturelle de l'urgence à la remise à l'état. Table ronde qui est proposée par le CIS Group. C'est une idée de Michel Blasi et il nous expliquera tout à l'heure pourquoi justement il a souhaité le faire. Alors, quelques mots d'introduction rapide avant de voir un film qui nous donnera un petit peu, qui nous mettra dans l'ambiance. Alors nous avons tous en mémoire donc les terribles intempéries qui se sont déroulées sur la Côte d'Azur au mois d'octobre, dans la nuit du 3 ou 4 octobre. Donc deux communautés d'agglomération ont été particulièrement touchées, donc la communauté d'agglomération des Pays de l'Érins où nous sommes ici et notamment Mandelieu, et également la communauté d'agglomération de Sophia Antipolis. Alors le bilan humain a été particulièrement lourd puisque une vingtaine de personnes, 20 personnes ont perdu la vie et notamment dans la résidence du Cap-Vert, dont nous avons 2 représentants ici. L'état de catastrophe naturelle a été très rapidement adopté. C'est vrai que le président de la République a lui-même fait le déplacement sur la Côte d'Azur et donc ce déplacement, pour constater les dégâts, a accéléré les procédures qui d'habitude sont assez longues. Et donc l'association française de l'assurance a dressé un bilan. Alors on a des chiffres vraiment très frais puisque ce matin il y avait une réunion à la préfecture, donc avec justement les représentants de l'association. Et donc je peux vous donner les derniers chiffres qui ont été publiés aujourd'hui à midi. Donc on considère que ces intempéries, les inondations du mois d'octobre, ont représenté 600 millions d'euros de dégâts avec 65 000 sinistres. Et sur ces 65 000 sinistres, il y en avait 60% qui concernaient des biens des particuliers, donc essentiellement des habitations. 27% ça concernait des véhicules. Et 13% des biens professionnels. Ça, c'est en nombre. Et en montant, bien entendu, ça change, puisqu'on a 47%, ce sont les biens professionnels, donc les commerces et les entreprises, 17% pour les véhicules et 36% pour les biens des particuliers. Donc, avant d'appeler les participants à cette table ronde, on lance le film et on regarde quelques images. À la une, édition spéciale ce dimanche consacrée aux intempéries qui ont touché la Côte d'Azur la nuit dernière, de violents orages qui ont provoqué de soudaines inondations, principalement dans les Alpes-Maritimes. Les secteurs de Cannes, Antibes, Nice, les villes de Biot et de Mandelieu ont été fortement touchés. Le bilan était extrêmement lourd. Historique, Laurent, c'est exactement le terme. Un orage stationnaire bloqué entre la mer et les reliefs qui a donc donné ces cumuls très importants. Intervenants de rejoindre l'estrade, donc Michel Blasi, PDG de le CIS Group, Hervé Violot, qui est responsable de production le CIS Primo, Max Fatou, qui est président du conseil syndical de la copropriété Le Cap-Vert, et Jean-Michel Speck, qui est le régisseur de la société
de la copropriété Le Cap-Vert. Alors, Michel Blasi, donc l'idée de cette table ronde, elle vous revient, c'est vous qui avez souhaité justement l'organiser. Et quand on a préparé justement cette table ronde, vous avez dit pour partager notre expérience, parce que c'est vrai qu'on l'a vu à travers les images, ça a été vraiment un épisode terrible qui a supposé donc de la part de vos équipes un savoir-faire, une expertise. Alors, rappelez-nous en quelques mots justement quel est le métier de l'E6 Group et ensuite donc on continuera donc avec les 3 autres intervenants avant d'attaquer le cœur du sujet. Alors ce que je voudrais dire d'abord rapidement en préambule, c'est que cette date du 3 octobre 2015 a été une véritable épreuve, une épreuve terrible bien sûr pour les victimes et leurs proches. Elle a constitué aussi un défi pour l'ensemble des intervenants dans la reconstruction. Bien sûr les prestataires comme nous, mais également bien sûr les assureurs, les experts, les syndics, les mairies, les collectivités. Tous ces acteurs ont dû déployer des moyens tout à fait exceptionnels pour faire face à la situation. Voilà, je voulais simplement rappeler le contexte. Alors, s'agissant de notre structure, l'E6 Group figure parmi les acteurs leaders de la remise en état. Historiquement connu pour ses interventions de réparation après sinistre, il propose à sa clientèle une offre complète à travers ses 4 métiers complémentaires que sont la décontamination et l'assèchement après sinistre, la rénovation bâtiment, tout corps d'état, l'entretien et la maintenance des réseaux de ventilation et enfin le désamiantage. Ces 4 activités se veulent autonomes et efficaces sur leur propre marché. Donc ces 4 activités, je disais, peuvent être mobilisées simultanément dans le cadre d'une remise en état globale après sinistre, depuis l'intervention d'urgence jusqu'aux travaux de finition. Cela constitue une des plus-values que nous apportons à notre clientèle. Bien, voilà. Merci Michel Blasi. On va voir ensuite concrètement comment tout ça a été déployé à l'occasion justement de ces terribles événements. Donc Hervé Violo, d'où vous êtes responsable de production de l'E6 Primo. Alors l'E6 Primo, c'est un des métiers donc, de l'E6 Group. En quelques mots, en quoi consiste votre activité ? Alors essentiellement, on intervient sur la grosse partie de l'activité sur de l'incendie. Là, effectivement, c'est une catastrophe naturelle. On avait eu malheureusement aussi l'expérience il y a quelques années en arrière sur Draguignan, sur Sainte-Maxime. Donc on a une équipe quand même qui est assez expérimentée pour affronter ce genre d'événement. Notre métier est de rendre le plus rapidement possible, le plus de choses possibles, mobilières, que ce soit le plus propre et le plus sain rapidement pour que effectivement les experts puissent aussi avoir un œil rapide sur la situation. Donc c'est de rendre très rapidement les parties communes accessibles pour le maximum de personnes. Parfait. Max Fatou, vous êtes président donc, du conseil syndical de la copropriété Le Cap-Vert, qui est une copropriété de Mandelieu qui a été particulièrement touchée donc, par ces inondations. Bon, je crois que c'est une grosse copropriété. Il y a combien d'appartements ? 284. Alors, il faut savoir que le domaine du Cap-Vert, en fait, il y a 2 copropriétés. Oui. Il y a donc le Cap-Vert, la résidence du Cap-Vert, et il y a la résidence Les Caravelles. Bon, en l'occurrence, je suis le président du conseil syndical des Caravelles. Des Caravelles, voilà. D'accord. Donc 280, on va dire un petit 300 lots, qui est quand même une résidence relativement conséquente. D'accord. Et donc, si je me souviens bien, avec ces inondations, donc toutes les parties, donc garage, cave, mais également les rez-de-chaussée ont été complètement submergés par les eaux. 75 rez-de-jardin ont été donc inondés sur une hauteur environ d'1 mètre, naturellement. Quant au sous-sol, cave et tout ça, donc ça a été l'inondation totale jusqu'au plafond, c'est-à-dire plus de 2,50 m. Donc tous les box, toutes les caves individuelles, naturellement, ça a été le plus gros du travail, quoi, le gros du travail.
Bien. Jean-Michel Speck, vous êtes donc le régisseur de la résidence. Donc vous, depuis le début, vous êtes en première ligne. Donc quand il y a eu la période d'urgence, mais encore maintenant, parce que c'est vrai que les travaux de remise à l'état ne sont pas terminés. Oui, exact. Les travaux continuent, bien sûr. Donc je suis toujours là pour l'accessibilité aux locaux et guider les entreprises, bien sûr. Voilà. Donc, et on verra tout au long de cette table ronde comment s'organise justement la coordination entre l'entreprise et de l'autre côté donc la copropriété. Alors, Michel Blasi, c'est vrai que tout à l'heure, Hervé Violo l'a évoqué. Vous êtes habitué, vous êtes déjà intervenu sur des sinistres, enfin des intempéries, notamment dans le Var, qui ont été particulièrement violentes. Mais qu'est-ce qui fait que celle-ci sur la Côte d'Azur se différenciait des autres en fait? Est-ce que c'était plus violent? Est-ce que le terrain était différent? Qu'est-ce qui s'est passé? En quoi c'était vraiment quelque chose d'extraordinaire? Alors effectivement, le sinistre, c'est notre quotidien. S'agissant des catastrophes naturelles, ça arrive de manière plus ponctuelle, heureusement. Nous avons à notre actif j'ai à peu près une douzaine de catastrophes naturelles à mon actif. Oui, vous êtes intervenu dans le Var, notamment Draguignan. Nous sommes intervenus sur les dernières inondations. Alors ça va du 5 novembre 2011 au 15 juin 2010 dans la Dracénie, effectivement. Il y en a eu quelques autres depuis, notamment en janvier 2014. Alors, quelle est la particularité de celle-ci? Si je la compare aux inondations du 15 juin 2010 à Draguignan, je dirais que celle-ci, pour la première fois à ma connaissance, touche de plein fouet une zone urbaine. Je pense notamment à la densité de population sur la bande littorale. Et c'est toute la différence avec ce que nous avons pu connaître sur Draguignan, où on était dans une zone rurale, avec un périmètre probablement ressemblant au niveau de l'événement climatique, mais en termes de nombre de sinistrés, on était sur quelque chose de tout à fait différent et sans commune mesure avec ce que nous avons connu le 3 octobre dernier. Voilà. Et il faut rappeler aussi que ça a touché particulièrement Cannes, que vous êtes intervenu sur Cannes, et c'était à la veille de l'ouverture donc d'un gros congrès, et donc il y avait urgence pour pouvoir accueillir les congressistes. Effectivement, nous avons eu un grand nombre de missions, notamment sur la rue d'Antibes et toute la zone du centre-ville, située en point bas. Les villes les plus touchées, bien sûr, sur lesquelles nous sommes intervenus, Biot, Cannes, Mandelieu, on l'a vu sur le... Oui, Biot, notamment la verrerie. Voilà. Tout à fait. Voilà. Alors, concrètement, comment se passe votre intervention? Sur quelle base? Est-ce que ce sont les experts qui vous appellent? Est-ce que c'est le syndic de copropriété? Est-ce que ce sont les copropriétaires, les locataires? Comment ça se passe? Comment s'amorce l'intervention donc de vos équipes? Je dirais que c'est tout cela à la fois. Autant dans un cadre classique, on est le plus souvent appelé soit par l'assureur, soit par le sinistré lui-même lorsqu'il nous connaît. Nous avons reçu des missions tous azimuts, à la fois directement de la part des compagnies d'assurance auprès desquelles, pour la plupart, nous sommes agréés, que de la part des syndics, des experts, des sinistrés eux-mêmes. Quelquefois, sur un même sinistre, on a eu plusieurs fois la mission par des intervenants différents. Donc, c'était un petit peu le chaos. Pour vous donner un ordre de grandeur, nous avons reçu la première semaine 380 missions environ, et à peu près autant la deuxième semaine après le 3 octobre. Voilà, donc autant vous dire que l'urgence dans ces cas-là, c'est d'organiser un PC de crise. Nous étions déjà rodés à l'exercice, mais là, effectivement, l'ampleur du phénomène était tout autre, et donc on a dû faire preuve d'innovation, d'organisation pour être le plus efficace possible au service de nos clients. Alors, ma demande va s'adresser peut-être à Max Fatou. Comment ça s'est passé? Comment vous avez fait appel justement aux équipes de l'E6 Group? Comment ça s'est passé pour la résidence, donc les caravelles notamment, puisque vous occupez des caravelles peut-être? Personnellement, je pense que l'appel a été passé directement par Foncia, je pense, notre syndic. Qui est le syndic? Avec qui on a travaillé en étroite collaboration.
Donc, bon, très rapidement, dans un premier temps, entre la nuit du 3 au 4, il y avait déjà les pompiers qui sont arrivés. Voilà, première intervention des pompiers. Sur site pour faire déjà premier état des lieux et puis éventuellement aspirer une partie des eaux, je dirais une partie. Et ensuite, la deuxième partie, donc on l'a déployée quelques jours, très rapidement. Je pense que c'était à partir du lundi de la semaine qui suivait, donc à travers une grosse entreprise, un prestataire du 6, en l'occurrence la société Ortec. Tout à fait, qui sont donc arrivés avec du matériel vraiment conséquent, avec de gros camions d'aspiration pour pouvoir naturellement attaquer vraiment le désembourbage des sous-sols. Donc à partir de là, je dirais que c'était naturellement un travail de toutes les minutes avec les sous-traitants, en l'occurrence 6, une coordination, on n'a pas à se plaindre de la parfaite coordination qui a eu lieu durant les jours qui ont suivi. Et puis je pense que il y a eu Foncia, il y a eu le conseil syndical, donc avec les prestataires, et tout le monde travaillait naturellement en parfaite coordination pour pouvoir commencer naturellement à opérer et surtout le plus rapidement possible, quoi. Alors, Hervé Violo, c'est vrai que vu le nombre de missions que vous avez reçues, il y a combien de personnes dans l'entreprise? Donc, le 6 Group, c'est... Une cinquantaine. Voilà. Donc, comment vous faites il faut pouvoir multiplier, démultiplier les forces sur le terrain. Comment vous organisez ce PC de crise, en quelque sorte? Dès le samedi soir, dans la nuit, quand il y a eu cet événement, moi et puis d'autres personnes du 6, on téléphone, forcément. Le téléphone a beaucoup fonctionné et on a eu tout le personnel qui était sur le terrain. Tout le monde était mobilisé, même si c'était le week-end, peu importe. Le dimanche à 11h, Monsieur Blasi qui a mis ses bottes. On a réuni toutes les forces pour que on puisse répondre au maximum de demandes ce jour-là, ce dimanche matin. Alors il y a eu l'hôtel Martinez, il y a eu X endroits où il fallait qu'on soit présent pour de l'urgence. Voilà. Alors les premières opérations, on a vu donc les pompiers interviennent, ils commencent à pomper, mais je suppose qu'il reste encore de l'eau. Donc la première opération, c'est quoi? C'est le pompage? La première, c'est le pompage. La deuxième, c'est le désembouage pour pouvoir déblayer. D'accord. Là, en l'occurrence, dans une grosse copropriété, il y avait peut-être 70, 80, 100 voitures, il y en a partout. Il faut aider, donc il faut désembouer d'abord, que je vous disais tout à l'heure, toutes ces parties communes pour pouvoir déblayer ensuite. Alors le pompage, ça suppose que vous avez des équipements disponibles pour pouvoir justement assurer ce pompage. Il y avait combien de camions mobilisés pour la résidence? Alors je reprends la main parce que Hervé Violo, donc notre responsable de production, n'a pas suivi directement ce chantier-là du Cap-Vert. Donc moi je l'ai suivi, on va dire, sur la partie supervision, pas sur la partie technique, mais je suis au courant. Oui, parce que vous avez suivi les différentes étapes. Vous avez quitté votre bureau, vous avez remis les bottes. Tout à fait. Pour la circonstance, l'exemple vient d'en haut, c'est ce qu'on dit, et donc il fallait que ça se vérifie, bien évidemment. La première des opérations, je dirais, c'est déjà de se rendre sur place et d'analyser les dommages. Ce qui a été fait, c'est ensuite d'évaluer les risques et de définir les priorités. Une fois que cela a été fait, il y a des opérations, il y a des décisions à prendre tout de suite. Et là, je salue le professionnalisme et l'implication de l'ensemble des intervenants sur ce dossier, que ce soit le syndic Foncia, que ce soit l'expert, c'était Sébastien Jossin et Vincent Murdaka, l'ensemble des résidents, les membres du conseil syndical qui sont à ma gauche également. Tout le monde s'est mobilisé pour déclencher tout de suite les décisions qui s'imposaient. Quelles étaient ces décisions? C'était déjà déclencher la sécurisation de la copropriété, de l'immeuble. Qu'est-ce que j'entends par sécurisation? Lorsqu'on a subi une telle pression d'eau, on a des parois qui menacent de s'écrouler. On a des câbles électriques qui ont été immergés et qui présentent un danger. On a des appartements situés en rez-de-chaussée qui risquent d'être pillés. Donc il est important de pouvoir déployer de manière immédiate une mise en sécurité électrique, un étaiement lorsque nécessaire, une fermeture provisoire de tous ces appartements. Voilà, ça ce sont les décisions qu'il faut savoir prendre de manière immédiate
Et les intervenants que j'ai cités ont su le faire, donc je tenais quand même à le signaler. Tout le monde est allé dans le même sens. Nous y reviendrons, mais ce chantier-là, pour diverses raisons, présentait un grand nombre de difficultés. Déjà parce que c'était lesquelles, par exemple, un dossier très important. Oui. Et surtout, une proportion de résidences secondaires tout à fait considérable. Donc des occupants qui n'étaient pas forcément là, c'est ça? Donc des occupants qui n'étaient pas forcément là et pourtant qui étaient appelés eux-mêmes à participer à certaines décisions, à donner accès à leurs locaux privatifs. Voilà, donc ça a été un grand nombre de difficultés que nous avons dû gérer et avec le temps, la persévérance, la coordination, la communication entre tous ces intervenants, on y est arrivé et on en était plutôt fiers tous ensemble. Jean-Michel Speck, c'est vous qui étiez en contact avec les différents locataires, propriétaires, pour justement s'assurer que tout le monde soit informé Sur place, oui. Sur place, oui, bien sûr. Mmh. Bon, après, c'est sûr que les propriétaires qui avaient leur appartement en résidence secondaire, c'était plus le rôle du syndic à faire la communication. Mmh. Et là, vous avez eu beaucoup de difficultés à arriver à joindre tout le monde ou vous avez pu mobiliser finalement Dans l'ensemble, non. Ça a été. On a eu à peu près tous les portes, tous les portes de cave, tous les portes de garage accessibles. Donc là, toute la partie, il fallait pomper, des embouages, etc. Combien de temps vous avez mis? Et à partir de cette phase-là, qu'est-ce que vous avez donc développé comme plan d'action pour la mise en sécurité et ensuite programmer les autres travaux à faire? Donc la première phase d'urgence, donc évaluation des risques, gestion des priorités, lancement de l'urgence, pompage et mise en sécurité, ça s'est étalé à peu près sur un mois. Sur un mois. Un mois, parce que la résidence est grande, les sous-sols sont importants. Ils étaient, pour les raisons que j'évoquais précédemment, encombrés par des véhicules qui, pour certains, même pour beaucoup, appartenaient à des résidences secondaires qui n'étaient pas sur place. Donc, pour organiser l'évacuation de ces véhicules, ça a été un petit peu compliqué. Mais voilà, il y avait un délai, je pense, incompressible d'environ un mois. Ça, c'était la première étape. Une fois que les sous-sols ont été évacués, débarrassés et on va dire que la désinfection a pu être lancée, les opérations d'expertise ont pu avoir lieu. Donc les experts ont pu se rendre sur place, constater les dommages, les assureurs pour certains également. Les résidents ont pu se rendre dans leur cave, dans leur garage pour constater les dommages, les inventorier, évacuer pour certains leur contenu, pour d'autres donner accès aux entreprises pour le faire à leur place. Voilà. Là, on est rentré dans une deuxième phase. Et puis, dans la foulée, les opérations de désinfection, épuration. Alors ça consiste en quoi, les opérations de désinfection? Si vous voulez, c'est déjà éliminer les boues et c'est ensuite éliminer toutes les bactéries qui sont susceptibles de se développer sur les supports. Donc, en l'occurrence, M. Fatou parlait à juste titre de 2,50 m de hauteur. C'était le cas puisque l'ensemble des sous-sols ont été immergés, plus une partie du rez-de-chaussée. Donc c'est tout à fait considérable. Donc on a éliminé ces boues, nous avons désinfecté. Et puis pour les raisons que j'évoquais aussi précédemment, certaines caves n'avaient pu être débarrassées de leur contenu puisqu'on n'y avait tout simplement pas accès. Donc à l'intérieur de ces caves, subsistait du contenu, de la boue, de l'eau. Donc tout cela, au bout d'un mois, était susceptible de présenter un risque sanitaire et donc la décision a été prise par l'ensemble des intervenants, notamment les experts, la compagnie et le syndic, d'engager une épuration d'air et donc pour agir de manière préventive contre ce risque sanitaire. Voilà. Monsieur Fatou, quelles sont les difficultés auxquelles vous avez été confronté et que vous n'auriez pas imaginé peut-être dans ce genre de situation et qu'il a fallu résoudre? Les difficultés, en fait, mis à part naturellement les prestations qui se sont faites d'une manière rapide et efficace, mais les véritables difficultés, comme le disait M. Blasi, c'est que à un moment donné, on ne pouvait plus, disons, avancer suffisamment puisqu'il y avait de la part des propriétaires des box et des caves qui avaient fait leur déclaration auprès de leur compagnie d'assurance, il fallait parfois attendre que les experts de ces compagnies soient délégués pour ou voir les voitures, ou voir le contenu des caves, de manière à ce qu'après, ils puissent donner leur accord naturellement. Donc,
Il a fallu bien sûr attendre parce que comme ce sont des parties privatives, on n'a pas le droit d'y rentrer. Il faut absolument donc que le client concerné dise « Ok, vous pouvez débarrasser mon box, vous pouvez débarrasser ma cave ». Et ça a été, disons, un petit combat qui a duré quand même quelques semaines. Parce qu'en fait, on débarrassait, on nettoyait d'un côté, on laissait de l'autre parce qu'on ne pouvait pas toucher. Enfin voilà. Donc ça a quand même créé quelques petits soucis. Bon, on en est venu à bout, heureusement, mais ça, c'était pas de notre fait, puisque après, il y a le copropriétaire, il y a son assurance et il y a l'expert. Donc ça faisait donc 3. Donc ça fait de multiples intervenants. Absolument. Et donc des délais supplémentaires qui s'ajoutent les uns aux autres aussi. Ça coupait un peu, je dirais, l'élan du 6 d'une certaine manière, parce que les box sont alignés les uns après les autres, comme les caves, mais alors on faisait 2 box, on laissait le 3e ou le 4e, on recommençait le 5e, et puis il fallait attendre donc de revenir quelques jours après, dès qu'on avait, quelques jours, peut-être un peu plus, dès lors qu'on avait l'accord, quoi. Bon, c'était l'un des petits problèmes, dirons-nous, qu'on a rencontrés. Ensuite, donc on est en novembre, c'est ça à peu près. Novembre, c'est déjà presque le début de l'hiver, donc il fait pas très chaud. Ça suppose qu'il faut peut-être assécher aussi, mettre en place des processus pour sécher tout ce qui est les murs, les installations. Est-ce que ça a été fait ? Alors effectivement, l'assèchement est une option à laquelle il faut avoir recours. Je pense notamment à certaines parties confinées, comme des couloirs de cave, des zones de cave dans lesquelles l'air ne circule pas, et donc espérer un assèchement naturel de ces parties est illusoire. Donc pour éviter des dégradations et j'allais dire des dommages ultérieurs, il est prudent dans ces cas-là de procéder à un assèchement pour faire redescendre l'hygrométrie ambiante. Voilà. D'accord. Et alors là, dans la copropriété, donc on a vu qu'il y avait les garages, les caves étaient inondés, mais il y avait également les appartements du rez-de-chaussée. Donc là, comment ça s'est passé donc, au niveau des appartements ? Bien, les rez-de-jardin, globalement, alors ils ont été, comme je vous l'avais dit, ils ont été inondés à peu près jusqu'à concurrence de 0,80 m, voire 1 mètre, même parfois certains un peu plus. Les eaux se sont, je dirais, naturellement éliminées au cours des heures ou des jours qui ont suivi. Et après, naturellement, ça commençait à être pour chaque copropriétaire un travail d'expertise, de constat, malheureusement, de sortir ce qui pouvait encore être récupérable, entre guillemets. Globalement, c'était tout à sortir, mais le récupérable, il n'y avait pas grand-chose, parce que l'eau fait un ravage considérable. Disons qu'en quelques jours, notre résidence s'est transformée en véritable dépotoir, puisque naturellement, il y en avait partout, quoi. Il y en avait partout, sur les pelouses, dans les allées, dans les passages et tout ça. Mais ça, c'était un très gros travail, je dirais, au niveau des copropriétaires des rez-de-jardin concernés. Je voudrais revenir également tout à l'heure, parce qu'en fait, on parle très rapidement, on fait un dessin rapide, parce qu'on pourrait en parler pendant des heures, voire des jours. Mais je tenais quand même à remercier les entreprises, le prestataire de 6, tout comme le 6, parce qu'en fait, il faut être sur place pour constater les conditions dans lesquelles ils ont travaillé. Il faut savoir que les sous-sols, donc il n'y avait plus de courant nulle part, il y avait de la boue à hauteur de 30 cm. Donc la première entreprise qui était Ortec, qui a désemboué nos sous-sols, ont travaillé presque dans l'obscurité, avec des éclairages, mais tout à fait secondaires, et dans une odeur abominable, une humidité abominable. Le 6, c'était pareil, parce qu'après, ils ont terminé après la finition et tout ça. Mais faut avoir vu ce que cela représente, et là je tire mon chapeau vraiment à ces gens, parce que j'ai jamais été confronté à ce genre de situation, c'est la première fois que j'y étais, j'espère que ça sera la dernière. Oui, tout à fait, mais chapeau, encore une fois chapeau. Vous, monsieur Speck, vous pouvez témoigner, parce que je crois que votre appartement a été submergé par l'eau. Moi, oui, j'ai fait partie des 75 sinistrés, oui, bien sûr. J'ai tout perdu dans l'appartement. Donc vous avez dû veiller aux travaux qui se faisaient plus ou moins dans la copropriété, mais en plus vous avez vécu en première ligne donc les problèmes auxquels étaient confrontés tous les autres propriétaires. C'est exact. Donc, dans la journée, je m'occupais le plus possible des copropriétaires dans la journée, et après le soir et même la nuit, je m'occupais de mon appartement. Voilà. C'est difficile ? Oui, c'est difficile. C'est usant, c'est difficile, c'est stressant. Ouais.
On en est donc maintenant la partie assèchement. Donc, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là, une fois que vous avez terminé cette phase? Donc, qu'est-ce qui va être programmé? Quel est le plan d'action que vous mettez en place? Puisque, on le verra tout à l'heure, donc il y a encore des travaux en cours et nous sommes donc au mois d'avril. Donc une fois que ces travaux d'urgence ont été effectués, après on peut prendre un peu plus le temps de se poser, d'examiner ce qu'il y a à faire, de le chiffrer. Donc ça a été un travail qui a été fait bien sûr par les experts, par la compagnie d'assurance, le syndic. Et donc on peut prendre le temps de prendre des décisions plus sereinement. Voilà, donc ce temps-là a eu lieu et derrière ont été lancés donc des travaux de rénovation classiques, donc des menuiseries, des travaux d'embellissement, voilà, tout ce qu'on peut imaginer après une telle catastrophe au sein d'une copropriété. Donc, avant d'entrer, donc ces travaux sont toujours en cours. Alors avant d'entrer peut-être dans le détail de ces travaux de rénovation, on va demander à la salle s'il y a des questions qui vous intéressent, que vous souhaiteriez soulever concernant toute la partie justement urgence. Est-ce qu'il y a des... Oui, monsieur Michel Couder, je suis membre d'un conseil syndical à Cannes. Est-ce que dans la partie des caves qui ont été submergées jusqu'au plafond, est-ce que vous aviez des tuyauteries qui avaient des calorifugages et de l'électricité, donc des fils dans des gaines électriques? Et dans ce cas, qu'est-ce que vous avez fait? Donc de mémoire, donc on n'avait pas de calorifugage qui traversait les caves. Et en matière électrique, je n'ai pas souvenance d'installation particulière au niveau des caves. Pas dans cette partie-là, nous étions sur des supports bruts de décoffrage, du béton. Donc une fois l'assainissement et la désinfection effectués, il n'y avait rien de majeur derrière à faire, à ma connaissance. Monsieur Fatou, vous avez un commentaire là-dessus? Oui, enfin simplement quand même, bon, il y avait quand même, puisque bon, nos caves ont été naturellement inondées jusqu'au plafond, bon, enfin tout ce qui est interrupteur, tout ça, bon, détecteur de présence, nécessairement, ça a plongé, ça a été remplacé. Bon, enfin globalement, pardon, et luminaire, oui bien sûr, mais d'un point de vue faisceau, il n'y a pas vraiment eu, disons, de gros travaux, disons, rendus nécessaires par les inondations. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle, monsieur? Je suis président du conseil syndical. Je suis dans une petite copropriété, avenue Janvier Passero. On a pris également plein d'eau, 3 mètres d'eau, donc les mêmes choses que monsieur connaît, mais à plus petite échelle. Par contre, je me suis occupé de presque tout. Je suis président du conseil syndical, donc de la coopération, de lier, enfin un peu le travail que vous avez fait, je dirais, j'ai été amené à le faire, puisque notre syndic était un peu loin, et visiblement, il disait qu'il avait d'autres copropriétés plus importantes à traiter, mais j'ai dû m'occuper de tout ça. Si je fais appel à vous, d'abord, vous prenez sans doute, je suppose, des commissions par rapport aux travaux. Et est-ce que ces commissions-là, parce que vous prenez un pourcentage vraisemblablement sur les travaux à faire, est-ce que par ailleurs, les travaux de déblaiement, les travaux, etc., enfin, de prestations que vous faites intervenir, parce que vous ne faites pas toutes les interventions, j'ai cru comprendre, ce n'est pas seulement vous, mais c'est aussi des prestataires que vous appelez pour faire le travail. Ce qui est bien normal, vu la quantité de personnes que vous avez et vu la difficulté qu'il y avait sur toute la région. Et ce coût-là, est-ce qu'il est pris en charge aussi par les assurances, à votre connaissance? Alors, tout d'abord, que vous sachiez un petit peu comment nous sommes organisés. Nous avons, je l'ai expliqué en préambule, plusieurs métiers au sein de notre groupe. Pour ce qui est du métier de la décontamination et de l'assèchement après sinistre, il n'y a pas de sous-traitance chez nous. Nous avons simplement des partenaires pour certaines opérations bien particulières que M. Fatou citait, à savoir du pompage de gros calibre. Nous sommes en mesure de gérer du petit pompage, du moyen pompage. Lorsqu'il s'agit de déployer des camions de 19 tonnes pour faire du pompage intensif toute la journée, là, effectivement, nous ne sommes plus dans notre métier traditionnel, outillés pour répondre à ce type de demande. Donc, nous faisons appel à des partenaires avec qui nous travaillons depuis de nombreuses années. On se connaît bien, il y a une totale coordination entre nous. Ils se mobilisent lorsque nous les sollicitons, même dans une telle période.
parce qu'ils savent que notre demande n'est pas que ponctuelle et qu'on est amené à travailler ensemble tout au long de l'année. En dehors de ces prestations bien spécifiques, il n'y a pas de sous-traitance sur ce métier. Nous avons bénéficié du renfort de nos 2 autres agences, en PACA, Toulon et Marseille. Nous avons bénéficié également du renfort des membres du réseau national Calicine dont nous faisons partie, donc qui nous ont envoyé d'autres entreprises indépendantes comme la nôtre sur d'autres régions de France qui nous ont envoyé du personnel qualifié pour renforcer nos équipes. Ce qui nous a permis de déployer en moyenne sur les 3 mois, donc octobre, novembre, décembre, environ 180 personnes sur les chantiers, voilà, sur la région. Voilà. Ensuite, sur la partie, l'autre métier, mobilisé donc pour les inondations, à savoir la rénovation, là, effectivement, nous avons de manière très transparente 50% de notre activité réalisée avec nos propres salariés et 53% réalisée avec des partenaires sous-traitants. C'était un choix lors de la création de l'entreprise. On a estimé qu'on tenait mieux sur 2 jambes que sur une et que pour pouvoir assurer auprès de notre clientèle la même qualité de travail et les mêmes délais, il était important, pour plus de souplesse, d'avoir aussi un réseau de partenaires que l'on mobilise lorsque l'on est sur des pics d'activité, puisque vous l'avez compris, lorsque l'on travaille dans l'après-sinistre, le niveau d'activité il est très fluctuant toute l'année. Voilà. Mais je parle de partenaires sous-traitants parce que c'est vraiment la relation que nous avons avec eux. C'est comme s'ils faisaient partie de l'équipe. Ils sont chez nous au bureau assez régulièrement. Simplement, ils nous mettent à disposition des moyens de production. Ils n'ont pas la plupart du temps de service commercial, de service administratif. Donc c'est ce que nous leur offrons. Ce service commercial, nous l'avons. Le service administratif, nous l'avons aussi. Ce qu'on leur demande, c'est simplement de venir nous prêter main forte sur une opération ponctuelle de peinture ou autre pour nous permettre de tenir nos délais. Alors, je vais dire que le problème ne se pose pas jamais dans ces termes-là. Comme je le disais, il n'y a pas de surcoût en fait pour le client final dans la mesure où effectivement, lorsque nous mettons à disposition de nos partenaires sous-traitants l'encadrement commercial, le service administratif, nous avons 7 assistantes à temps plein sur notre agence de grâce. C'est pour vous dire que ça fait partie aussi de la prestation et donc lorsque nous mettons ça à disposition, ça vient justifier, si vous voulez, effectivement la commission que nous prenons pour nous rémunérer et il n'y a pas de surcoût. Là, je parle vraiment de la sous-traitance particulière. Après, il peut arriver sur des opérations particulières à la marge que nous ayons recours à un sous-traitant inhabituel. Évidemment, nous ne travaillons pas pour rien, mais je dirais que ce que nous sommes amenés à prendre pour nous rémunérer vient justifier tout le travail de coordination que nous menons pour le compte du sinistré. On tourne la page de l'urgence. Donc les travaux de remise en état, là, donc Monsieur Fatou, qu'est-ce qu'il reste à faire? Il y a les parties communes, je suppose, il y a des travaux certainement dans les parties communes, et puis après il y a des parties privatives. Donc quel est le calendrier, quels sont les travaux, et vous pensez que tout ça pourrait être fini à quelle échéance? Parce que je crois que vous avez une urgence qui est le début de la saison estivale. Fin juin, début juillet. Voilà. Alors en fait, il faut savoir qu'il y a donc deux aspects au problème. Il y a les parties privatives qui sont donc les raies de jardin. Donc là, les raies de jardin, globalement, l'assurance de la copro prend tout ce qui est naturellement les parties privatives immobilières, c'est-à-dire les baies vitrées, tout ça. Donc ça c'est une chose. Et puis après le reste, chaque copropriétaire sinistré doit voir ça avec sa compagnie d'assurance. Le choix des prestataires, c'est pareil, ça c'est vu directement par le copropriétaire. Pour ce qui est de la copropriété par elle-même, là naturellement, au jour d'aujourd'hui, il nous reste quand même encore pas mal de travail. Il faut savoir quand même que alors il y avait la partie donc nettoyage des sous-sols, ce qu'on a parlé depuis le départ. Après donc il y a la partie embellissement, quand je dis embellissement, remise en peinture des parties communes qui est en train de se faire actuellement par le biais du CIS Réno. Et également un très gros morceau dont on n'a pas parlé jusqu'à maintenant, ce sont les ascenseurs. Parce qu'il faut savoir qu'en fait, nous avions 9 appareils qui ont été donc tous endommagés, plus ou moins gravement selon les uns ou les autres. Donc là également, les discussions avec assurance, experts, prestataires, les devis, tout ça, ça a duré quand même quasiment 3 mois. Nous avons eu l'accord de la compagnie d'assurance quasiment le 30 décembre et nous avons passé commande début janvier.
délai d'approvisionnement du matériel, déjà, c'est 2 mois. Et puis après, naturellement, pour ce qui est de la remise en état de nos appareils, c'est minimum entre 10 et 12 semaines. Bon. Donc ça, c'est encore un gros morceau qui est actuellement en cours parce que les commandes arrivent les unes après les autres. Bon, alors c'est sûr qu'il faut également gérer ce problème parce qu'il y a également des bâtiments qui ont des personnes âgées, des personnes handicapées. Bon, voilà. Donc ça, il faut essayer de gérer, savoir qui doit passer en priorité. Bon. Autres travaux, les piscines, que nous avons un petit peu laissé de côté parce que ce n'était pas la priorité pendant, je dirais, le premier trimestre, parce qu'il y avait d'autres travaux beaucoup plus importants que nos piscines. Donc là, elles ont été attaquées depuis, on va dire, 1 mois et demi à peu près. Parce que pareil, les piscines donc, étaient remplies de boue et tout ça. Il a fallu faire revenir à peu près les mêmes camions qu'on avait à Cortec pour pomper tout ça, nettoyer, enfin bon, bref. Au jour d'aujourd'hui, grosso modo, elles sont quasiment prêtes. Elles sont actuellement au remplissage. Mais bon, donc ça, c'est encore un gros aspect des travaux. Et puis également, tout ce qui est travaux électriques, c'est-à-dire, le système Vigic, c'est-à-dire le contrôle d'entrée. Les portes, naturellement, toutes les portes d'entrée des halls avec les grooms qui ont pris l'eau et qui sont tous à changer. Alors tout ça, naturellement, on essaie de coordonner, je dirais, les prestataires, mais c'est pas toujours facile. C'est complexe. C'est complexe parce qu'en fait, les prestataires sont acculés devant un certain nombre de résidences comme la nôtre qui ont malheureusement subi ce sinistre. Donc, ils sont partout et nulle part à la fois, quoi. Ils essaient de tenter tout le monde, mais je conçois que c'est pas facile. Donc, alors, pour en revenir aux dates, on s'est quand même fixé une date que je dirais au 15 juin, parce que chez nous, après, il y a la période estivale, c'est-à-dire que les gens arrivent en vacances et tout ça, et donc pendant 2 mois, je veux dire que la copropriété vit mais à une vitesse supérieure. Donc, ce qu'on souhaiterait, c'est que tout au moins au niveau des travaux de peinture, tout ça, se soit terminé, je dirais, au niveau hall et couloir et tout ça, de manière à ce que les gens ne soient pas gênés par la peinture et tout, en sachant qu'après, les travaux de peinture dans les sous-sols, vu le taux d'hygrométrie existante, ça, ma foi, ça pourra encore ça peut être décalé dans le temps. Ça peut être décalé, voilà. Mais bon, grosso modo, on peut se féliciter, enfin tout au moins pour la résidence du Cap-Vert. Bon là, je peux féliciter l'ensemble des prestataires ainsi que Foncia et notre expert d'assuré que nous avons pris dès le départ en la personne de M. Jossin, parce que il y a un gros travail qui a été fait de suivi des devis, pour acceptation auprès de la compagnie. Donc tout ça se suit au quotidien. Il faut toujours être sur le dossier parce que si on lâche 2 jours après c'est fini, ça passe un petit peu, vous voyez. Donc je félicite quand même toutes ces personnes qui travaillent encore beaucoup au quotidien. Mais bon, pour ce qui est, je dirais, de la grosse partie des travaux, fin juin, on devrait avoir un gros travail de fait, un très gros travail de fait. Donc du côté du 6 rénovation, 6 rénovation, donc terminera la peinture, comme je vous l'ai dit, des halls, parties communes, couloirs, tout ça, donc tout ce qui est là au premier abord pour les copropriétaires. On a arrêté la date du 15 juin et j'espère qu'on s'y tiendra. Bon, après le reste, on reprendra après d'autres rendez-vous. Mais bon, ce qui compte naturellement, c'est que tout ce qui va servir réellement aux copropriétaires, c'est-à-dire dans leur ordre prioritaire, ascenseur, piscine pour l'été, parce que les gens, malheureusement, après, ils vont oublier, et tant mieux pour eux, le sinistre, ils vont penser naturellement à leurs vacances et leur bien-être, donc piscine. Et puis, le reste, les petites choses, les portes, les grooms, tout ça, à remettre en état, quoi. Michel Blasi, donc au niveau des travaux de rénovation, comment tout ça s'est mis en place et quelles sont les équipes que vous mobilisez actuellement sur ce chantier ? Alors sur le Cap-Vert, sauf erreur de ma part, nous n'avons que des peintres là, en ce moment mobilisés on s'est donné la date effectivement butoir de mi-juin pour terminer ces travaux et permettre aux vacanciers de venir profiter de leur appartement. Voilà. Et Monsieur Speck, donc au niveau parce qu'il faut veiller à la coordination de tout ça, c'est vrai que le rôle du conseil syndical est important, du syndic, mais c'est vous qui êtes finalement sur le terrain tous les jours. Donc comment est-ce que vous assurez un petit peu le suivi et vous assurez la coordination ? Oui, en ce moment c'est difficile parce que j'ai un petit peu des corps de métier de partout, mais je suis là déjà pour les guider, leur donner les clés et l'accessibilité aux locaux, parce que maintenant, la copropriété commence à se refermer petit à petit.
Donc je les aide du mieux possible. Alors, Monsieur Blasi, donc si on regarde un petit peu donc avec le recul, puisque là il y a combien, 6 mois, un peu plus de 6 mois de recul, quelles sont les leçons qu'on peut tirer d'un sinistre pareil qui est exceptionnel, en espérant, comme on disait tout à l'heure, que ça ne se reproduira pas. Quand on avait préparé un petit peu, vous me disiez ce qui était important, c'est attention au suraccident. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, attention au suraccident ? Alors, quand je dis attention au suraccident, je pense à certaines copropriétés que je ne citerai pas, bien entendu, que j'ai eu l'occasion de visiter puisqu'on m'a demandé de m'y rendre. Ça devait être fin novembre, donc on était quand même 2 mois après le sinistre. Et donc j'ai pu constater sur quelques copropriétés que les mesures de sécurité essentielles dont je parlais au début de cette conférence n'avaient toujours pas été prises. Donc on avait des murs qui menaçaient de tomber, on avait des câbles électriques qui pendaient, qui étaient accessibles aux résidents. On avait des moisissures qui s'étaient développées sur un bon centimètre et qui recouvraient l'ensemble des couloirs de cave, des portes. Donc quand on voit des choses comme ça, on se dit mais comment est-ce possible ? Comment est-ce possible ? Alors il est vrai que les dégâts étaient tels que tout le monde a été dépassé, mais c'est vrai que j'estime qu'après 2 mois, on doit quand même au moins, si ce n'est avoir lancé le gros des travaux, enfin la totalité des travaux, au moins avoir géré la sécurité du site. Voilà, donc quand je parle de suraccident, c'est à ça que je pense. C'est ce risque-là. J'ai cité beaucoup d'étapes dans la remise en état global d'un site, mais il y a des étapes incontournables comme la sécurisation du site, et celle-là, il ne faut absolument pas faire l'impasse dessus. Ça, c'est le rôle des experts, du syndic, des membres du conseil syndical qui, je pense, ont un devoir de vigilance aussi. Voilà, c'est le travail de tout un chacun, et lorsque tout le monde va dans le même sens, c'est beaucoup plus efficace. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle concernant donc cette partie de remise en état et peut-être de mise en sécurité aussi, qui, semble-t-il, dans certaines copropriétés, n'a pas été vraiment prise en compte ? Votre société ne peut intervenir que dans les cas de catastrophes naturelles déclarées, ou pas forcément ? Alors, nous intervenons après tous les sinistres, quels qu'ils soient. La seule chose, l'incidence du décret, c'est simplement une question de prise en charge. Par assurance, c'est ça, il faut... Voilà, c'est-à-dire que tant que le décret n'a pas été adopté, vous êtes susceptible de devoir financer sur vos propres deniers les réparations que vous allez engager. Voilà. Peut-être pour répondre, puisque je réalise que je n'y ai pas répondu à votre question sur quelles leçons tirer de tout ça, qu'est-ce qu'on peut faire. Alors, évidemment, il faut réfléchir sur les moyens de prévention à déployer. Maintenant, il faut bien avoir à l'esprit que des moyens de prévention peuvent être envisagés lorsque l'on parle de quelques centimètres de ruissellement. C'est une chose. Là, ce que l'on a connu en octobre dernier, je ne vois vraiment pas quels moyens de prévention on aurait pu mettre en place pour éviter cela. Donc je pense qu'il faut être vigilant. J'ai eu la chance d'assister hier à une conférence qui se tenait à l'EDEC à Nice, qui était assurée par le professeur Jean Jouzel, donc éminent spécialiste en climatologie français. Et qui nous a livré quelques informations tout à fait pertinentes et intéressantes. Il faut savoir que 2015 a été l'année la plus chaude depuis 1850. C'est ce qu'il nous disait. Il nous disait aussi, et ça peut être surprenant, que le réchauffement climatique n'en était pour l'instant qu'à ses prémices. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous n'en ressentons pas encore les effets. Ces effets ne se feront sentir que sur la deuxième moitié du XXIe siècle, visiblement. Donc ce qui s'est produit, c'est un événement cévenol dont la plupart d'entre vous ont entendu parler, à savoir une grosse masse d'air chaud qui se dégage et qui vient buter sur le relief. C'est ce qui s'est passé. L'augmentation des gaz à effet de serre, évidemment, est captée à 93%, il faut le savoir, par les océans. Et donc ça crée un phénomène d'évaporation de plus en plus fréquent, de plus en plus important, et donc des phénomènes cévenols de plus en plus importants également. Alors il faisait un petit focus rapidement sur le pourtour méditerranéen, puisque c'est aussi davantage ce qui nous intéresse.
Donc la Méditerranée fera visiblement partie des régions les plus touchées de France dans les années à venir. On le voit déjà dans le Languedoc-Roussillon, effectivement. Tout à fait. Et donc à prévoir effectivement non seulement des inondations, mais des sécheresses et des incendies de forêt, très probablement. Alors, monsieur Fatou, justement une question. Est-ce qu'au niveau de la copropriété, on a déjà réfléchi à un certain nombre de mesures peut-être à prendre au cas où? Est-ce que ça, c'est une réflexion qui maintenant, chez les propriétaires, les syndics, les présidents de conseils syndicaux, c'est une préoccupation? Oui, naturellement, mais en fait, c'est un peu plus délicat. La question est beaucoup plus délicate. Pourquoi? Parce qu'en fait, les événements que nous avons connus le 3 octobre sont tout à fait exceptionnels. Bon, alors on parle naturellement d'événements tricentenaires. Alors maintenant, peut-être que ça va se répéter de plus en plus souvent, mais ce qui nous est arrivé, personne ne s'y attendait. Bon, alors, au jour d'aujourd'hui, si on réfléchit en termes matériels pour savoir comment on peut se préserver d'un tel cataclysme, c'est clair que on ne va pas négliger cet aspect du problème. Alors donc, justement, on a eu plusieurs réunions avec la mairie de Mandelieu, qui nous ont déjà proposé dans les semaines à venir, ils vont faire passer des sociétés qui s'occupent donc de portails anti-inondation, vous voyez, qu'on installe devant les entrées de garage. Donc ces sociétés vont passer dans les différentes résidences, puisque une résidence est spécifique dans son équipement, dans ses garages, dans ses entrées, tout ça. Des devis seront faits, pris en charge par la mairie et seront présentés donc à chacune des résidences. À partir de là, donc, ça va être sujet à méditation, bien sûr. Une question budgétaire. Tout ça a un coût, naturellement. Bon, donc on en débattra lors de la prochaine AG. Bon, parce qu'en fait, le principal problème, tout au moins celui que nous avons rencontré, c'est naturellement l'infiltration d'eau dans les sous-sols, dans les parties basses des bâtiments, ainsi que les rez-de-jardin. Ce qui veut dire que il faudrait donc naturellement protéger les entrées de sous-sol donc par des bâtards d'eau, des portails anti-inondation, et pour les rez-de-jardin, il faudrait mettre des bâtards d'eau. Des bâtards d'eau, donc ce sont des espèces de petites, des barrages, si on peut dire, qu'on met le long des baies, le long des entrées des rez-de-jardin. Voilà. Mais cela va représenter un coût considérable. C'est pour ça qu'au jour d'aujourd'hui, on n'a aucune notion de prix. On va nous remettre une proposition, la mairie nous remettra gentiment une proposition qu'ils nous auront fait faire à leurs frais. Bon, c'est gentil de leur part. Et on en débattra lors de la prochaine AG. Mais bon, alors après, tout va être naturellement question de gros sous. Parce que ça va représenter des sommes relativement importantes. Voilà. Michel Blazy, quand vous intervenez sur un chantier d'urgence comme ça, donc après de remise en état, est-ce qu'il y a cette dimension de conseil pour l'après? Est-ce que c'est une activité qui va se développer dans le futur, quelque part? Alors effectivement, vu la façon dont évolue le climat, vu l'accélération que nous connaissons depuis ces dernières années, nous réfléchissons de plus en plus à des moyens de prévention. À mettre en œuvre, et si ce n'est éviter la totalité des sinistres, c'est aussi la prévention, faire en sorte en cas de sinistre que les dommages soient le plus important possible, le moins important possible. Réduire l'impact en fait. Et que réduire l'impact, ça aussi c'est une dimension que nous devons prendre en compte. Voilà. Et puis c'est surtout, derrière un sinistre, il faut avoir à l'esprit qu'il y a un logement. Donc ça veut dire des personnes qui n'ont plus de logement. Ça veut dire des entreprises qui sont paralysées. Il faut savoir que le sinistre est une cause de mortalité importante des entreprises. On en parle peu, c'est très peu médiatisé. Mais j'ai une statistique en tête qui date un peu, mais qui doit toujours être globalement vraie, à savoir que 70% des entreprises qui connaissent un sinistre majeur ferment leurs portes dans les 3 années qui suivent. Voilà. Bien, on restera donc pas la prévention, effectivement, c'est quelque chose d'important. On restera plus sur le message positif, donc la prévention à prendre en compte, d'autant que effectivement avec le changement climatique, ce sont des problématiques qui vont effectivement être de plus en plus présentes dans notre quotidien. Voilà. Je pense de toute façon qu'il y aura un avant et un après. 3 octobre 2015, il y a, je pense, pour l'ensemble des parties prenantes,
ceux qui délivrent les permis de construire, tous ceux qui interviennent à un moment donné dans la manière d'envisager l'urbanisation. Je pense qu'il y a des décisions qui se prendront après, qui ne seront plus les mêmes que celles qui se prenaient avant. Forcément, tout le monde devra tirer les leçons de cet événement. Je voudrais rajouter simplement une petite chose, enfin je m'excuse très rapidement. Pour les gens naturellement qui vivent en copropriété, qui soient copropriétaires par conseil syndical et tout ça, bon, il faut vraiment connaître une situation comme celle qu'on a connue en octobre pour voir réellement le poids que peut avoir un syndic dans ces circonstances-là. Bon, on sait tous que bon, le choix du syndic se fait parfois sur des problèmes de coûts, de ci, de ça, de bon. Mais parfois, dans les circonstances qu'on a connues, avoir un syndic qui a vraiment les reins solides, qui est vraiment nationalement reconnu, ça aide considérablement. Parce que des syndics, il ne faut pas se voiler la face, il y en a à tous les coins de rue, il y a syndic et syndic, mais personnellement, je l'ai vécu en tant que tel. Il faut vraiment une situation comme celle-ci, parce que tant que tout va bien, il n'y a pas de problème, on paie les honoraires, et puis ça s'arrête là, point barre. Mais lorsqu'on connaît vraiment une situation comme celle-là, on voit exactement, on arrive à apprécier le choix qu'on a pu faire au départ pour naturellement élire un syndic. Enfin, en ce qui nous concerne, finalement, on n'a qu'à s'en féliciter. Je pense que Michel Blasi peut confirmer aussi l'importance du rôle du syndic comme interlocuteur d'une entreprise comme la vôtre. Tout à l'heure, effectivement, le syndic est un acteur clé de la remise en état. Pourquoi ? Parce que c'est lui qui, au nom des copropriétaires, va passer commande auprès des entreprises. Donc va prendre la décision d'appuyer sur le bouton ou pas. Donc oui, il a un rôle clé. L'expert est là pour évaluer les dommages. Mais après, celui qui passe commande, c'est quand même le syndic. Donc c'est une responsabilité, c'est une prise de décision. Et ne pas décider, c'est aussi décider. Il faut l'avoir à l'esprit. Donc j'appuie complètement les propos de M. Fatou. Bien, merci à tous.